Voilà. Contrairement à ce que dit la chanson, le temps n'est pas venu des rires et des chants, mais le temps des outsiders. C'est pour ça que nous avons choisi cette chanson en introduction. Pourquoi les outsiders? Eh bien, parce que dans les mouvements électoraux qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers jours en Équateur, au Guatemala et en Argentine, on a pu voir que les candidats qui se sont imposés ou sont en passe de s'imposer n'avaient pas été prévus par les instituts de sondage. Ce sont des outsiders, encore que pour deux d'entre eux venant de dynasties politiques. Évidemment, on va voir tout ça dans le détail. Et sans plus attendre, nous allons commencer par l'Équateur. Todos somos Ecuador, Ecuador, Ecuador. Todos somos Ecuador. Alors, en Équateur, vous pouvez reprendre tous les articles que nous avons publiés ces derniers mois, ces dernières années sur le site lesderives.info. Vous savez, en tant que lecteur assidu de notre site lesderives.info, que la situation est particulièrement tendue. Les cartels mexicains de Sinaloa et de Jalisco Nueva Generación, au travers de bandes locales du crime organisé équatorien et d'une redistribution de la production de la cocaïne en Colombie notamment, ont mis la main sur ce pays qui était considéré il y a encore quelques années un peu comme la Suisse de l'Amérique latine pour sa tranquillité, et parfois même un peu trop tranquille, notamment à Quito, et qui aujourd'hui la population vit un enfer littéralement. Et donc c'était bien évidemment le thème principal, et comme si l'insécurité interpersonnelle ne suffisait pas, durant la campagne pour ces élections présidentielles, un candidat, Fernando Villavicencio, a été assassiné par le narco. Entre la mort de Fernando Villavicencio et le premier tour, les 10 derniers jours de campagne, on aurait pu penser que les candidats partisans de la force, comme l'ancien légionnaire franco-équatorien Jan Topic, ou encore le candidat qui a remplacé Fernando Villavicencio, allaient finalement profiter de la commotion du traumatisme national pour s'imposer. Or, il n'en est rien. Le deuxième tour, donc des élections présidentielles d'Équateur, rassembleront donc en octobre prochain, dans un peu plus d'un mois, rassembleront la candidate du coréisme. Ça, ce n'est pas une surprise. Le coréisme, c'est-à-dire les partisans de l'ancien président Rafael Correa, sont la première force politique de l'Équateur. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à consolider une majorité, ils n'ont pas réussi à consolider une majorité pour remporter les élections présidentielles de 2021. On va voir ce qui va se passer cette fois-ci. Toujours est-il que c'est la première grande force du pays, notamment au Parlement. Et donc la candidate, avec donc le chorisme, a un noyau dur très fort, entre 30 et 40%. Et effectivement, la candidate du choréiste est arrivée en tête du premier tour avec 33% des voix. On mettra là, vous allez voir là, le panorama de ce vote, de comment ont voté les Équatoriens donc ce dimanche. Donc avec la candidate Luisa González donc, qui arrive première. Et alors, surprise, le candidat Daniel Noboa arrive second. Alors, Daniel Noboa, c'est un inconnu connu, on va dire. C'était jusqu'à... Les instituts de sondage ne le voyaient absolument pas venir. Le plafonnait entre 3 et 4% des voix, non? Un peu comme Pedro Castillo au Pérou, qui est surgi un peu dans la dernière semaine. Alors, Daniel Noboa n'est pas connu comme tel, non? Il avait été élu député en 2021 à l'Assemblée nationale, mais la famille est très connue puisqu'il s'agit donc de cette famille de magnats
de l'agroalimentaire, la plus riche famille de l'Équateur, dont le père, Álvaro Noboa, avait été 5 fois candidat, alors je fais ça, mais évidemment 5 fois candidat à l'élection présidentielle, et il avait essayé de se présenter déjà en 2021. Les instituts de sondage le donnaient deuxième, et le tribunal électoral l'avait empêché de présenter sa candidature. Donc, on va dire que c'est la revanche du clan Noboa, donc qui est un clan quand même assez connu en Équateur, hein, puisque le grand-père de ce monsieur, Luis Noboa, le fondateur de l'empire agroalimentaire, a fait la pluie et le beau temps durant plusieurs décennies, notamment au niveau politique. Donc son fils a essayé de prendre formellement le pouvoir par 5 fois, 6 fois, si on compte 2021, il n'y a pas réussi. Nous verrons si le petit-fils aura plus de chance. On peut voir que même s'ils font des résultats assez bons, le candidat, on va dire de la force, Jan Topic, et le candidat remplaçant de Fernando Villavicencio ont réalisé des scores assez importants. Alors tout ça, hein, Noboa, Villavicencio et Jan Topic constituent la galaxie de la droite libérale équatorienne. Donc le chorisme aura fort à faire pour trouver des réserves de vote au deuxième tour. On a vu que le candidat de la gauche impérialiste, Yacu Pérez, qui était quasiment arrivé au deuxième tour en 2021, a complètement explosé en vol, en passant de 20% en 2021 à 4% en 2023, et il en est de même pour celui qui avait créé la surprise il y a 2 ans lors de l'élection présidentielle, Javier Herbas, candidat social-démocrate, qui était arrivé 4e avec 15% des voix en 2021 et qui arrive aujourd'hui avant-dernier avec 0,5% des voix. Donc voilà la décomposition de personnalités qui ont représenté il y a 2 ans une forme d'outsider, encore une fois, c'est-à-dire qu'on peut voir en Équateur, mais vous allez voir aussi, comme au Guatemala et comme en Argentine, que les électeurs expriment une volonté de changement. Donc nous aurons un deuxième tour, Luisa González pour le choréisme contre Álvaro Noboa pour, on va dire, la continuité, parce qu'il s'inscrit dans la continuité libérale des dernières années de mandat en Équateur avec Lenín Moreno ou avec Guillermo Lasso. Les Équatoriens jugeront. Alors évidemment, l'antichorisme, on verra si l'antichorisme arrive à fédérer toutes ces options politiques. C'est possible. Dans ce cas-là, la candidate Luisa González aura fort à faire au deuxième tour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que commence une nouvelle campagne avec évidemment de nouvelles stratégies qui devront bien évidemment s'orienter autour de la principale demande des Équatoriens, qui est la demande de sécurité interpersonnelle, puisque le pays, comme je vous l'ai dit, est sous la coupe réglée des cartels, et ça se sent, ça se voit dans les rues, avec évidemment une psychose qui s'est emparée du peuple équatorien, à juste titre. À juste titre. Voilà. Alors, de toute façon, nous verrons dans 1 mois et demi qui de Luisa González ou de Daniel Noboa sera élu président. Toutefois, nous pouvons déjà anticiper qu'aucun de ces candidats n'aura une majorité au Parlement. Ça aussi, c'est une récurrence en Amérique latine ces dernières années. On l'a vu, alors évidemment, dans le cas du Pérou avec Pedro Castillo, mais aussi, ça sera le cas en Argentine, ça sera aussi le cas au Guatemala. Je retoucherai le sujet dans quelques minutes, mais là, il n'y a pas de majorité qui se dessine, ni pour un camp, ni pour l'autre. On votait aussi en Équateur pour des référendums donc nationaux pour savoir si le bloc 43, donc qui est une concession pétrolière qui se trouve en partie dans le parc naturel du Yasuni, si ce bloc 43 devait être exploité ou pas. Les Équatoriens, à 60%,
ont décidé de laisser les 16 milliards de dollars de pétrole dans le sous-sol et donc de s'en passer. Voilà. Il y a eu aussi des référendums pour des concessions minières qui ont suivi la même orientation écologique, donc de se passer en tout cas de certaines ressources minières et pétrolières, et donc que ces ressources, que ces terrains, on va dire, ne soient pas exploités par ces industries. Alors, ce qui frappe un petit peu dans le référendum sur le parc Yasuni, c'est qu'il se soit cantonné au bloc, à la concession numéro 43, non, qui est en partie sur le parc Yasuni, et qu'il n'ait pas englobé la concession 12, 14, 15, 16 et 31, qui elles aussi exploitent le parc Yasuni. Bon, moi, je pense aussi, sans donner une opinion sur cette consultation, que depuis plusieurs années, ce thème précisément du bloc 43 était un élément politique pour discréditer le coréisme. Ce n'est pas le sujet ici, les Équatoriens ont voté, et donc voilà, le bloc numéro 43 ne sera pas exploité, au contraire des concessions pétrolières voisines. Voilà. Nous partons de l'Équateur et nous montons vers le nord pour aller au Guatemala. Guatemala, alors là encore, le contexte de l'élection était aussi tendu, hein, ce qui peut-être explique la similitude avec l'Équateur et l'Argentine, et puis 2 ans avant avec le Pérou, parce qu'il y a aussi beaucoup de similitudes qui peuvent se tisser avec le Pérou. Donc, un pays avec une caste au pouvoir, une corruption généralisée, une justice totalement partialisée où le lawfare, c'est-à-dire la judiciarisation de la politique règne. Et donc, c'est comme ça, par exemple, que la seule candidate de gauche avait été interdite de se présenter, hein, alors que dans les sondages, elle représentait entre 15 et 20% des voix. Donc effectivement une élection qui semblait déjà partialisée depuis le début pour favoriser finalement certains candidats avec la reproduction d'une caste politico-économique. Alors le premier tour évidemment a surpris tout le monde. Le premier tour a eu lieu il y a 2 mois, puisque si la candidate de centre droit Sandra Torres, qui en était à sa 3e tentative, était arrivée en tête, là ce n'était pas forcément une surprise, elle était prévue par les instituts de sondage pour passer au 2e tour. En revanche, les instituts de sondage se sont complètement plantés. Ils prévoyaient notamment un vote énorme pour l'ancienne fille du dictateur Rios Montt. Ça n'a pas été le cas, et c'est Bernardo Arévalo donc, qui est arrivé au 2e tour et qui, ce dimanche, a gagné l'élection avec 60% des voix, donc un véritable raz-de-marée avec, je crois tout de même, 55% d'abstention. Donc le raz-de-marée était quand même a été l'abstention, hein, en premier lieu. Toujours est-il que cette personne a créé, encore une fois, la surprise, parce que personne ne s'attendait, alors d'une part à ce qu'il passe au second tour, et d'autre part à ce qu'il gagne l'élection. Alors c'est un peu comme Noboa, c'est-à-dire que Arévalo était un outsider très connu, ou un inconnu avec forte réputation. Pourquoi? Eh bien, comme pour Noboa, il vient en Équateur, il vient d'une dynastie politique
son père avait été président du Guatemala, et notamment dans cette décennie magique qu'a connue le pays, donc entre 44 et 54, et où c'était la décennie des réformes libérales ou progressistes. Non, son père, Juan José Arevalo, a été président, puis ensuite la présidence a été gagnée par Jacobo Arbenz, et ensuite ce cycle progressiste du Guatemala a été stoppé par le coup d'État de Castillo Armas, financé et impulsé par la CIA. Voilà, beaucoup de documentation sur ce thème-là, mais il n'empêche que le père de Bernardo Arevalo, donc le père du président du Guatemala, avait initié le pays sur les rails de certaines réformes politiques et sociales qui ont été stoppées, évidemment, net en 1954. Et puis, le Guatemala a connu depuis une spirale infernale, le tirant vers le bas. Hein. Il y a une blague en Amérique latine, hein, quand on parle d'une situation chaotique, on est passé d'une mauvaise situation à une pire situation, de Guatemala à Guatepeor. Voilà. Le Guatemala était un peu le paradigme de cette spirale infernale vers le bas. Et donc, évidemment, dans ces conditions-là, le candidat mesuré, Bernardo Arevalo, a gagné la présidence, et avec un programme, effectivement, de réforme sociale, politique, mais surtout la première structurelle, puisqu'il veut réformer l'État guatémaltèque en luttant contre la corruption et en essayant d'extirper les mafias enquistées au sein de l'appareil d'État pour en faire un appareil d'État au service du peuple. On lui souhaite une bonne chance, puisque comme le candidat qui gagnera l'élection en Équateur, mais aussi celui qui gagnera en Argentine, n'aura pas de majorité au Parlement. Hein, donc il va y avoir encore tributaire d'alliances, etc., qui peuvent bien évidemment mettre un frein à toute une batterie de réformes, surtout dans le cas du Guatemala, où une caste, comme je disais, est vraiment enquistée au sein de l'appareil d'État. Alors, comment est-il arrivé là? Comment a-t-il gagné? Il a gagné parce que finalement, il a profité de l'interdiction de la candidature de gauche qui se représentait comme anti-système. Donc finalement, il était le seul, on va dire, porte-parole, même plus modéré, d'une critique du système actuel. Et puis, entre les deux tours, la justice a essayé d'invalider sa candidature. Donc il y a eu une bataille juridique qui s'est faite entre les deux tours pour lui permettre de se présenter, n'est-ce pas? Et évidemment, ça a joué à sa faveur, puisque les Guatémaltèques, voyant le système l'attaquer, on dit finalement, c'est peut-être lui qui fera tomber un système que tous les citoyens exercent. Voilà. Et puis en plus, la candidate qui était contre lui, Sandra Torres, donc, qui était l'ancienne première dame du pays, c'était l'ancienne femme du président Alvaro Colom, et qui s'était déjà présentée à la présidentielle en 2015 et en 2019. Bon, elle représentait finalement la caste politique que les citoyens voulaient donner un coup de balai. Donc voilà, pour le Guatemala a un nouveau président, c'est un président de centre-gauche, et pour le pays, c'est une révolution. Nous suivrons évidemment dans les prochains mois et les prochaines années, de manière bien attentive, la présidence de Bernardo Arevalo. Alors on a fait un voyage qui n'est pas du tout logique, puisque nous étions en Équateur, qui est à peu près au milieu de là où je veux vous emmener. Nous sommes montés tout au nord, au Guatemala, de l'Amérique latine, pour redescendre maintenant au sud avec l'Argentine. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Argentine, là aussi, encore une fois, grosse surprise lors d'élections. Alors, il ne s'agissait pas encore
des élections présidentielles, mais des primaires, des élections primaires obligatoires. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les Argentins sont invités en août précédent, donc quelques mois avant l'élection présidentielle, à élire leurs représentants dans les partis qui vont se présenter. Et c'est comme ça qu'il y avait plusieurs listes au sein des partis politiques et les personnes vont élire qui sera leur candidat. Alors, évidemment, durant des années, il n'y avait qu'un seul candidat dans les grands partis en passe de pouvoir gagner l'élection quelques mois après. Et donc, ça donnait un indicateur, même plus qu'un indicateur, c'était un sondage, puisque ces primaires sont obligatoires, ça donne un sondage beaucoup plus fiable que les enquêtes d'opinion sur les tendances politiques du moment. Et donc, généralement, on voit se dessiner, se perfiler qui va gagner l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu en octobre, 15 octobre si je ne m'abuse, et en cas de deuxième tour, ce sera en décembre. Et là, énorme surprise, puisque donc, le candidat du péronisme, Sergio Massa, arrive alors deuxième, mais son camp, donc le camp du péronisme actuellement encore au pouvoir, arrive troisième, derrière la droite extrême impulsée par l'ancien président Mauricio Macri, et le premier c'est le phénomène Javier Milei, donc qui représente cette ultra-droite qui est en train de croître dans le monde entier, à travers des Bolsonaro, à travers des Trump, à travers des Vox en Espagne, Éric Zemmour en France par exemple, etc. etc. Donc Milei est, on va dire, le représentant argentin de cette tendance qui est réunifiée au sein du Forum de Madrid, qui réagroupe toutes ces partis politiques, ces personnalités politiques, et qui avait lieu cette année à Lima. Donc, je suis allé donc le couvrir. Donc, c'était le rendez-vous de l'ultra-droite au niveau mondial. Je suis allé couvrir ça et il se trouve que j'ai fait une interview du représentant de Javier Milei donc pour le provoquer un petit peu, je lui avais demandé si finalement il faisait pas le jeu de la gauche en divisant le camp de la droite. Ce à quoi, d'une manière très tranquille, il m'avait dit certainement pas, parce que Javier Milei arrivera premier et nous irons au second tour contre le candidat de la droite argentine. Alors, je peux vous assurer, c'était en début avril, ce forum. Quand j'ai entendu ça, j'ai un petit peu rigolé. Je me suis dit, bon, je suis tombé sur un dégénéré complètement fanatisé. Ça n'arrivera pas. Et ben voilà, je me suis complètement planté. Alors évidemment, il y a de l'eau qui a coulé aussi en à peine quelques mois, mais tout de même. Et effectivement, la prédiction, en tout cas des militants de Javier Milei, s'est avérée très juste. Alors, cela veut dire désormais que les camps sont unifiés, non? Parce qu'il y avait diverses tendances au sein de la droite, et puis au sein du péronisme, il y avait donc le candidat qui gagne, donc de centre droit, Sergio Massa, qui s'était présenté au sein de la primaire contre la gauche radicale, représentée par Juan Grabois. Et donc Sergio Massa a consolidé son leadership pour cette élection, et finalement, vu la tendance politique, eh ben, on se dit que peut-être le fait que Sergio Massa représente, on va dire, une nouvelle fois un péronisme très modéré, ancré dans le centre droit, va peut-être pouvoir générer des alliances si jamais il passe au deuxième tour, et notamment des alliances dans le secteur le plus modéré de la droite radicale macriste argentine, qui, au cas où elle ne passerait pas au deuxième tour, pourrait se diviser entre un Javier Milei hystériquement ultralibéral et puis on va dire une proposition plus rationnelle de centre droit, on va dire, ce qui est
plutôt Sergio Massa en ce moment. Alors ça, c'est pour l'Argentine. Évidemment, au niveau de l'impact que ça peut avoir en Amérique latine, alors là, les positions sont très polarisées, puisque nous aurions d'un côté le péronisme qui, s'il arrive au deuxième tour, représenterait une voie vers l'intégration latino-américaine, vers la construction du monde multipolaire avec une alliance avec le Brésil, et de l'autre côté, le défenseur du vieux monde néolibéral est très pro-américain, et donc qui ne manquerait pas de ralentir, alors ça c'est sûr, l'intégration latino-américaine de plusieurs années, et puis aussi peut-être de freiner le développement du monde multipolaire, en tout cas sur le continent latino-américain. Voilà, donc ça en tout cas c'est enfin, pour vous dire un exemple, Javier Milei, quand on lui demande un peu qu'est-ce qu'il ferait au niveau international, donc il dit: je ne travaillerai avec aucun gouvernement communiste, c'est-à-dire ni Cuba, ni le Venezuela, ni le Nicaragua, ni la Corée du Nord, ni la Chine. Bon, alors faut modérer évidemment tout ça. Bolsonaro avait dit ce genre de singerie. Il avait même, si on se rappelle, pendant la campagne électorale donc de 2017, s'était même rendu à Taïwan, avait dit que les Chinois ne feraient plus d'investissements, etc. Et à la fin de son mandat, on a vu que les exportations du Brésil vers la Chine avaient augmenté. Donc à un moment donné, l'anticommunisme viscéral de ces personnes s'accommode très très bien avec la réalité et le pragmatisme du marché. Voilà. Donc, en revanche, pour l'Argentine, alors Javier Milei est un libertarien, non ? C'est-à-dire est un partisan du zéro État dans l'économie, le social. Alors, il veut en finir, j'ouvre les guillemets, avec cette immondice qu'est la justice sociale, je ferme les guillemets, où il s'explique, je rouvre les guillemets, en disant désormais, dès qu'il y a une nécessité, on en fait un droit, cela est inacceptable pour ceux qui le payent. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quasiment zéro impôt. Milei ne tolère pas que des gens puissent payer par leurs impôts et rééquilibrer en tout cas les injustices sociales qu'il y a dans la société. Donc c'est un véritable libertarien, mais pas seulement sur le thème des impôts. Il est par exemple pour la suppression du Mercosur, du marché commun du Sud notamment, qui regroupe le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Et pourquoi ? Parce que selon lui, cela ne bénéficie que des entrepreneurs amis de cette classe parasite, cette classe qui parasite l'appareil d'État. Donc il veut réduire totalement l'appareil d'État. Il y a des vidéos donc, où on le voit avec la liste des ministères, et donc grosso modo il prévoit la suppression de 80% des ministères, de réduire seulement aux 6 ministères régaliens, sécurité, relations extérieures, enfin sécurité, relations affaires étrangères, défense, un ministère du capital humain dont on ne perçoit pas vraiment ce que c'est, et puis la présidence, et puis à réduire vraiment l'État à son expression minimum, c'est-à-dire il supprime le ministère de l'Éducation, il supprime le ministère de la Santé. Alors quand tu dis mais enfin vous avez supprimé le ministère de l'Éducation, il fait oui parce que l'école est publique pour tout le monde, mais de capital privé et de capital étatique. Et donc, alors ça c'est pareil, c'est comme on travaille le langage, c'est très bien fait. Donc Milei propose que l'argent que l'État investit dans des infrastructures et dans des salaires pour les professeurs aille désormais à une bourse, une allocation pour les parents, pour qu'ils puissent choisir librement son école privée. Donc évidemment que ça ne marche pas comme ça, bien évidemment que dans ce cas-là, les meilleures écoles seront évidemment... La bourse ou l'allocation ne suffira pas pour des pauvres à pouvoir payer l'entrée à leurs enfants dans les meilleures écoles de Buenos Aires, par exemple. Mais bon, toujours est-il que Milei a réuni 30%, donc un Argentin sur 3, en tout cas de ceux qui se sont déplacés pour voter, est allé voter Milei. Et donc, on voit aussi
là encore, hein, ça participe à un certain discours de volonté de changement, de bousculer ce que les gens considèrent, à juste titre ou pas, comme une classe politique qui est enquistée dans l'appareil d'État et surtout qui vit de l'appareil d'État, qui parasite l'appareil d'État au détriment des gens de bien qui, par leurs impôts, maintiennent les privilèges de cette caste. Ça, c'est un discours qu'on retrouve d'une certaine manière en Équateur, au Guatemala, que l'on a retrouvé au Pérou avec l'élection de Castillo. Donc c'est un discours qui est des fois est capitalisé par des néolibéraux et des fois par des gens, on va dire, plus progressistes. Mais en tout cas, c'est le discours des outsiders, c'est le temps des outsiders. Milei est l'exemple absolument parfait de ça. En plus, c'est quelqu'un qui a une bonne gouaille, en plus, qui sait parler et qui a un certain charisme, non ? Donc, vous ajoutez à ça, évidemment, alors, on peut comprendre que dans des temps difficiles où les personnes arrivent en tout cas, ont de gros problèmes, que ce soit sociaux, sécuritaires, comme en Équateur, et ben, que l'ennemi dirigé est cette classe politique de l'appareil d'État, cette technocratie, on va dire, qui ne résout pas les problèmes des gens et en plus qui se gaverait de leurs impôts. Bon, voilà, c'est un discours, c'est pas très nouveau, on va dire, ni en Amérique latine ni dans le monde entier, mais là, c'est le retour de ces outsiders, puisque pendant des années, il y a eu plus de stabilité avec des candidats issus de partis historiques, hein, par exemple, je pense au PSUV, je pense même au Parti de la Révolution citoyenne tout de même en Équateur, le péronisme en Argentine, le PT au Brésil, etc. Mais ça donnait finalement une certaine stabilité. Il n'y avait pas de surprise, on va dire. Hein. Et on voit des surprises, des bousculer le champ politique. Et donc, je vais dire d'une certaine manière, tant mieux. Tant mieux parce que ça force évidemment ceux qui sont au pouvoir et encore plus ceux qui sont arrivés au pouvoir avec une perspective de changement social à tenir leurs promesses et à bousculer un peu l'appareil d'État pour répondre aux préoccupations des gens. Voilà, donc nous aurons une élection qui va être très 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 serrée, puisque le Milei donc réalise 30%, la droite radicale réunie autour de la candidate Bullrich, Patricia Bullrich, donc du macrisme, réunit 28%, et le péronisme autour de Sergio Massa réunit 27%. Alors nous verrons ce qu'il donnera. Là aussi, il y a eu un petit peu plus d'abstention que de coutume. Donc nous verrons encore une fois si les abstentionnistes, qui sont principalement des péronistes, vont devant la menace Milei retourner au bercail, si on peut dire ça un petit peu comme ça, et faire passer leur candidat au deuxième tour. Parce que bien évidemment, le gouvernement d'Alberto Fernandez n'a pas répondu aux attentes qu'avaient les Argentins au sortir du mandat de Macri qui a coulé le pays, littéralement. Voilà, si la droite ne marche pas, si le péroniste ne répond pas aux attentes, beaucoup d'Argentins sont allés voter pour un candidat qui, au moins, leur promet des changements et leur promet de bousculer la classe politique. Voilà, il y a un petit peu de ressentiment dans le vote, il y a de l'espoir, il y a plusieurs choses qui expliquent le vote pour Javier Milei. Donc, le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 15 octobre 2023. Là, dans pas longtemps, évidemment, nous suivrons ça de très près. Quisieron pararlo y el tipo que no, que no, que no, que no. Quisieron tumbarlo y el tipo que no, que no, que no, que no. Nicolás, 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 Nicolás. Alors, on remonte très rapidement, au Venezuela pour une très bonne nouvelle. Au Venezuela, puisque le Venezuela a gagné son procès qui l'opposait à la banque portugaise Novo Banco. Et en conséquence, le Venezuela devrait pouvoir retoucher ses comptes bancaires, les comptes appartenant à la Banque centrale du Venezuela, qui contiennent 1,5 milliard d'euros sur le compte et qui étaient bloqués depuis l'opération Guaido. Je m'explique, le Venezuela
par l'opération Guaido, une fois que les tentatives de coup d'État, c'est-à-dire de placer Guaido comme président de la République bolivarienne de Venezuela, ont échoué. Donc, il y a eu avec la proclamation le 23 janvier 2019. Ensuite, par la fausse tentative d'aide humanitaire, on s'en rappelle, c'était le 23 février 2019, qui était en fait une tentative d'invasion du pays et d'occupation territoriale. Ça n'a pas marché. Ensuite, par le sabotage de l'industrie électrique qui avait plongé le pays pendant 5 jours dans le noir, voilà, littéralement parlant. C'était le 5 mars 2019. Ceux qui suivent les deux rives se souviennent de tout ça. Nous étions au Venezuela à l'époque. Et puis, cela avait culminé le 30 avril 2019 par la tentative de coup d'État menée par Juan Guaido et Leopoldo López, tentative qui avait elle-même échoué. Et à partir de là, et si on accepte encore des tentatives de coup d'État militaire ou de débarquement de mercenaires, mais là dans l'objectif d'aller tuer Maduro directement, en tout cas, il est bien clair à partir du 30 avril 2019 que Juan Guaido ne peut pas prendre le pouvoir. Et donc là, il y a un petit basculement, c'est-à-dire que Juan Guaido se convertit, devient la façade pseudo-légale qui va permettre aux banques occidentales et aux États occidentaux de piller le Venezuela, littéralement de piller le Venezuela. Le pillage s'élève à 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, entre des comptes qui ont été bloqués, de l'or qui a été volé, des entreprises qui ont été volées comme Monomeros, comme Citgo, etc. C'est 30 milliards de dollars, c'est gigantesque, non ? Bien évidemment. Alors, sur les comptes bancaires, on parle exactement de 6 milliards de dollars. Le Venezuela avait des comptes, par exemple, de mémoire, je cite, mais je vous renvoie sur le site des Deux Rives ou sur mon blog romainmilus.info à la liste des mesures du blocus, et donc pour suivre un peu toutes ces mesures qui ont été prises, donc prétextant que les autorités du Venezuela n'étaient plus aux mains de Nicolás Maduro, eh bien plusieurs banques ont gelé les comptes. Alors elles ne les ont pas donnés non plus à Guaido, hein. Ils ont spéculé avec l'argent, etc. Et donc il y en a pour 6 milliards de dollars entre de mémoire Citibank, Clearstream et notamment la banque portugaise Novo Banco. Voilà. Alors, voilà, le Venezuela devrait gagner, et puis surtout, ça va faire une espèce de jurisprudence. On souhaite évidemment que la normalité revienne, que soit enterrée cette infâme opération de changement de régime qu'a connu le Venezuela au cours des années 2019, 2020, etc., avec Juan Guaido, et donc que cet argent aille au plus vite, bien évidemment, dans l'amélioration des conditions de vie des Vénézuéliens, qui a été évidemment touché par le blocus infâme et criminel des États-Unis et de leurs alliés. Voilà. Je vous rappelle, que vous soyez guatémaltèque, équatorien, argentin, vénézuélien, nous ne recevons aucun financement d'aucun État ni d'aucune multinationale. C'est pourquoi je vous invite à aller sur le site des Deux Rives, à cliquer sur « Soutenez-nous » et à faire un don en fonction de vos moyens. Je vous informe aussi que la conférence anniversaire des Deux Rives que nous avons tenue au début juillet à Paris, qui a été un grand succès avec beaucoup de personnes présentes malgré la situation aussi tendue avec les quelques émeutes qu'il y avait encore à ce moment-là, a été donc évidemment un succès. Cette conférence a été filmée et nous allons la diffuser très prochainement sur notre chaîne YouTube. À bientôt.